Le 19e siècle a été une période de grands changements et de bouleversements politiques, sociaux, démographiques et scientifiques. Pendant ce court laps de temps, des dizaines d'empires ont cessé d'exister, des vagues d'émigrants interminables ont envahi les rives des nouveaux continents, laissant l'Europe derrière, et la science fut illuminée par l'électricité et d'autres grandes découvertes. La France, plus précisément, a été receveur et propagateur de ces transformations. Le pays a passé à travers des transformations politiques majeures pendant ce temps, passant de l'Empire napoléonique, chevauchant entre monarchie et république pendant plus de 100 ans, pour ensuite tomber dans la Troisième République à la fin de la dernière décennie du 19e siècle. Ces chamboulements constants, par contre, ont produit les plus grands auteurs de la littérature francophone de l'histoire, tels que Balzac, Zola, Maupassant et Verne. Ce temps d'histoire est en effet connu comme l'âge d'or du roman francophone. Ces auteurs ont tous quelque chose en commun. Ils sont le produit d'une France qui s'ouvre sur le monde. C'est une période de grands chefs-d'œuvre qui laisse percevoir des artistes avec des grandes personnalités artistiques qui transcendent les courants littéraires de l'époque. De ces courants, le roman d'aventure est né. Poussé en existence par une société stricte, rigide et douée d'une hiérarchie sociale coulée en béton, le roman d'aventure laisse une possibilité d'avoir un aperçu sur un monde de plus en plus connecté grâce entre autres à la colonisation. Cela amène une possibilité de fuir une société étouffante, très semblable aux autres courants littéraires du temps, tel le symbolisme. Le désir de l'aventure est évident dans les œuvres majeures du roman d'aventure, telles Le Tour du monde en 80 jours et 20 000 lieues sur la tête. Jules Verne fut un des plus grands écrivains des romans d'aventure. Avec l'ère industrielle qui bat son plein cœur, les histoires d'aventure et de science-fiction se développent à très bon rythme. Ce n'est qu'avec nul autre que Jules Verne qu'on remarque les grands moments de ce mouvement littéraire. Né le 8 février 1828 à Nantes, en France, d'une famille assez bourgeoise, il est l'aîné d'une famille comprise de 5 enfants. Étant donné que son père est très catholique, il est inscrit au collège Saint-Stanislas à l'âge de 6 ans. Il se démarque rapidement des autres étudiants en obtenant plusieurs succès scolaires dans les domaines littéraires de la 7e, la 6e et la 5e. Il poursuit le reste de son collégial au petit séminaire de Saint-Donatien, mais rien n'est vraiment connu de cette période. Par la suite, il entre au collège royal où il obtient son baccalauréat français. Pendant ce temps, c'est le début de ses amours manqués. Commençant avec le mariage de sa cousine dont il était amoureux, il subit une autre peine encore plus grande avec Herminie Crossetière. Cette dernière se marie elle aussi avec un autre homme que Jules Verne. La condition de ces débats amoureux, surtout celui d'Herminie, se nomme le complexe d'Herminie, décrit par Christian Chelebourg. Heureusement, il trouve l'amour encore une fois avec Honorine Devian, dont il marie. Les deux auront 2 enfants ensemble. Du côté de ses travaux littéraires, il est grandement inspiré par certains auteurs tels que Victor Hugo, Alexandre Dumas et Alfred Vigny, pour en nommer un peu. À 22 ans, il entre en contact avec Alexandre Dumas, dont il maintient une grande amitié qui lui permettra de débuter pleinement sa carrière comme écrivain. Son premier roman, intitulé 5 semaines en ballon, connaît un immense succès sur la scène internationale. Ce début marquera l'essor de ses œuvres telles que Le Tour du monde en 80 jours, 20 milieux sur la mer et plein d'autres. Ce qui est incroyable serait que certains de ces romans décrivent des engins avec immenses détails qui verront leur jour des années, même plusieurs plus tard. Après une longue vie, le feu s'éteint le 24 mars 1905 à sa maison d'Amiens, en France. Il était atteint de diabète. On doit à Jules Verne beaucoup de choses, mais notamment on lui doit l'effervescence du roman d'aventure et de science-fiction. Si ce n'était pas pour son génie imaginaire, l'enfance de plusieurs générations a un grand vide. Le roman d'aventure est une bête bien difficile à définir. Sa provenance et ce à quoi elle a mené sont tellement larges et diffus que le roman d'aventure en soi est un genre qui a été défini non par ses caractéristiques, mais bien par ce qui lui restait à la fin de son épopée. Ce courant littéraire a été la base de bien d'autres courants, autant littéraires que cinématographiques. Né d'une recherche de l'aventure et de l'inconnu, son succès est un produit direct de l'avènement des sciences et le retour des grands explorateurs. Par contre, plus le courant a pris d'ampleur, plus il s'est divisé. L'aventure est un terme assez large. Il englobe le suspense, le mystère, l'exotisme, le péril, l'horreur et bien d'autres termes qui deviendront un genre en soi. Par exemple, le mystère donnera naissance à certains genres comme le roman policier. L'exotisme se verra reflété dans les romans d'anticipation, soit science-fiction, donnant un regard spéculatif sur le futur et ce que les sciences amèneront.
Ressemblant beaucoup au roman de Cap et d'Épée, il est important de noter la présence récurrente de certains facteurs, tels que les sciences, des personnages colorés aux traits de personnalité exagérés et des cultures inconnues se faisant changer par les colonisateurs. Mais ce qui marque le roman d'aventure le plus, c'est la quête d'un bien matériel qui est atteint par un chemin parsemé de réflexions éthiques et de gains intellectuels. Tout cela pour dire que ce qui reste au roman d'aventure, c'est justement la recherche très candide et juvénile de partir vers l'inconnu et vivre une expérience hors du commun. À travers ses écrits, M. Robert Louis Stevenson, l'auteur de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, a su bien résumer le roman d'aventure en faisant ressortir son trait le plus vendeur, soit son irréalisme. Les personnages ne doivent être dotés que d'un seul registre de qualité, le guerrier, le formidable, etc. Dans la mesure où ils apparaissent insidieux dans la fourberie et fatals dans le combat, ils ont bien servi à leur fin. Le danger est la matière de ce genre de roman, et la peur, la passion dont ils se moquent. Les personnages ne sont dessinés que dans le seul but de rendre le sens du danger et de provoquer l'attrait de la peur. Ajouter plus de traits qu'il n'en faut, être trop malin, courir le lièvre de la visée morale ou intellectuelle alors que nous chassons le renard des intérêts matériels, voilà qui n'est pas pour enrichir, mais pour ôter toute valeur à votre histoire. Ceci dit, s'il y a une œuvre qui a rendu le roman d'aventure ce qu'il est aujourd'hui, c'est bien Le Tour du monde en 80 jours par Jules Verne. Il peut sembler évident avec un tel titre que le livre soit de ce courant, mais c'est le propre des livres d'aventure d'être évident en ce qui concerne leur contenu. En commençant par la trame principale du livre, l'on sent tout de suite le but futile recherché. Monsieur Phileas Fogg lit dans le journal qu'il est possible de faire le tour du monde en 80 jours grâce aux nouvelles possibilités de transport. Un excentrique gentleman anglais, il décide de tenter l'expérience avec son fidèle serviteur Jean Passepartout. C'est ainsi qu'ils partent alors que leur histoire fait la une des journaux et que Fogg est pris pour un voleur venant de cambrioler une banque. Il part d'abord pour le canal de Suez à partir d'où il va à Bombay. Rendu en Inde, l'on nous décrit l'Inde sous la dominance britannique. Le tout semble plus civilisé que ce que c'était. Pour renforcer ce sentiment, M. Fogg et Passepartout sauvent une dame du sacrifice humain lors d'une cérémonie vouée à Kali. Cette dame, nommée Madame Aouda, amène un sentiment d'exotisme et aide à amplifier le contraste entre la vie traditionnelle en Inde et les colonisateurs dits civilisés. Les personnages principaux, M. Fogg, Passepartout et Madame Aouda, sont tous des icônes soit d'excentricité, de fidélité ou d'exotisme. Ils sont les personnages colorés et tout aussi typiques que l'on pourrait trouver dans la plupart des romans d'aventure. Bien partis pour un voyage parsemé de péripéties, ils iront par la suite au Japon et aux États-Unis, soit deux pays précédemment sous dominance britannique. Dans les États-Unis, le lecteur est présenté avec la réalité politiquement troublée de cette jeune nation. Passant de San Francisco à Omaha en train, M. Fogg doit se défendre des Sioux qui attaquent le train et ses passagers. Cette scène héroïque et classique ramène le contraste entre le colonisateur et le colonisé sous un angle léger et sans réelles conséquences. M. Fogg et ses compagnons de voyage se rendront ensuite à Chicago et New York, où ils vivront l'expérience ultime de la vie dans les Amériques, vivant la révolution industrielle. Dans tous ces périples, les personnages gagnent en sagesse et en connaissance, alors qu'ils parcourent un monde changé par l'avènement des sciences. Si ce livre n'est pas un roman d'aventure dans le sens le plus pur, il est certainement une œuvre avant-gardiste traitant sur la mondialisation à venir.